Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission Les Entretiens. Nous sommes dans les bureaux de M. Karim Ouattara. Il est le secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif. Il a décidé de nous accorder cet entretien pour répondre à nos questions sur son poste qu'il occupe au sein du parti au pouvoir, sur la vie de son parti politique et sur l'actualité en Côte d'Ivoire marquée par la fête de la Renaissance qui a été célébrée par le PPACI de Laurent Gbagbo. Bonjour, M. Karim. Bonjour, Khalil. Merci de nous accueillir ici pour nous accorder cet entretien, répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci pour la visite. Merci à l'Intelligent TV qui fait ce déplacement vers nous. Merci aussi à vous, cher jeune frère Khalil, pour votre disponibilité. Donc, je suis à votre disposition. Alors, à vous également, on dit merci. Merci. Nous avons effectué le déplacement, comme vous l'avez dit, pour en savoir plus sur votre poste de secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif. Vous avez été nommé à ce poste depuis février 2022. Dites-nous concrètement en quoi consiste votre mission. Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai été nommé au même titre que plusieurs autres secrétaires nationaux dans le cadre donc, de la restructuration en profondeur du RHDP qui est survenue en février 2022. Donc, j'ai été nommé en tant que secrétaire national en charge du monde associatif. Ma mission consiste principalement à pouvoir enrôler effectivement les membres des associations qui sont des sympathisants, donc à les enrôler en tant que des militants du RHDP. Alors vous avez à ce jour, depuis février 2022, ça fait maintenant 1 an que vous exercez cette responsabilité. Vous avez dénombré combien d'associations et quand on fait le décompte, ça donne au total combien de militants à travers ces associations? Aujourd'hui, nous sommes autour de 400 identifiés, mais j'estime que c'est largement en deçà de ce que représente donc, le vivier des associations en Côte d'Ivoire. C'est les 400 qui se sont pour l'instant fait identifier. Quand vous dites que c'est en deçà, ça veut dire c'est largement en deçà des... Le travail n'est pas encore bien fait? Non, non. Après, vous savez que c'est vraiment du volontariat. C'est vraiment du volontariat. On ne peut pas obliger quelqu'un à vous aimer. On séduit. On arrive donc par nos actions qu'on fait et ensuite donc par notre attitude, par nos propos, tout ce qu'on pose comme action sur le terrain, ça finit par séduire. Et au fur et à mesure, je pense que le nombre est en train de grossir. Le monde associatif, c'est des ONG, c'est des organisations de la société civile, c'est des fêtières de développement. Et pour la plupart, en tout cas pour ceux qui se sont fait enrôler aujourd'hui, pour le premier enrôlement que nous avons lancé, on n'a pas encore lancé un deuxième enrôlement. Le premier enrôlement, c'était juste après la restructuration pour voir d'abord quelle est notre base de départ. Et ça donnait quoi comme résultat? 400 environ, je viens de le dire. Donc, je vais parler maintenant en termes de militants. Oui, en termes de sympathisants. Donc, en termes d'effectifs, naturellement, c'est déclaratif. Et quand c'est déclaratif, c'est difficile donc de pouvoir vraiment vérifier les données, mais on se donne quand même donc, des techniques de vérification après. Et d'ailleurs, l'une des techniques de vérification, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé, en tant que premier responsable, j'ai trouvé quand même le chiffre utopique lorsqu'on a demandé à ces associations-là de déclarer le nombre de militants. Utopique parce qu'ils nous estiment quand même à 2 millions de militants. En fait, ça veut dire quoi? Le RHDP n'est pas capable de mobiliser... Non, on ne parle plus de RHDP. Là, on parle des sympathisants. On parle des associations. Non, je veux dire, le parti RHDP n'est pas capable de mobiliser ses sympathisants, de mobiliser jusqu'à 2 millions de sympathisants. Le chiffre que j'estime qui est utopique, c'est lorsque vous avez une association qui se déclare dans votre base de données et qui met en face, j'ai 1 million de membres. Il y a quelque chose quand même qui a... J'ai besoin de vérifier cela. Moi, je ne peux pas aller donner cette information à chose qu'on appelle ça, à mon secrétaire exécutif, à monsieur, chose qu'on appelle Bakongo. Je ne peux pas quand même envoyer une telle information. Qui fait 1 million de... 1 million, il faut que je vérifie. Ça, c'est quand même... pas l'un de la population d'Abobo. Hein. Ben voilà, donc quand j'ai 400 structures et qu'il y a une association à elle seule me déclare 1 million de membres, c'est quand même utopique. Donc, il faut que j'aille vérifier, d'accord? Et puis, on essaie de voir les recoupements, quels sont les membres qui se trouvent de part et d'autre dans les associations. Donc, il faut faire d'abord ce travail-là. Donc, dans un premier temps, nous faisons l'évaluation initiale
de notre force intrinsèque. Pour ce qui me concerne, donc, l'évaluation initiale donc, de la base des sympathisants du RHDP. Bon, si on a déjà 2 millions de sympathisants pour le RHDP, plus les militants, bon, je pense qu'on ne serait pas loin de 3 millions, 4 millions. 3 millions, 4 millions de sympathisants et militants, ça nous fait gagner une élection. On n'a même plus besoin de faire. Donc, et justement, en parlant d'élections, les élections locales sont pour très bientôt. Oui. J'imagine qu'au niveau de votre secrétariat, vous êtes en préparation, vous travaillez déjà. À quel niveau se situent les préparatifs? Pour gagner les élections locales à venir et plus tard les élections présidentielles, c'est d'abord de commencer par se dire qu'une élection ne se gagne pas pendant la campagne. La campagne, c'est le folklore. L'élection se gagne depuis l'enrôlement sur la liste électorale. C'est le nombre de personnes qu'on réussit à enrôler sur la liste électorale qui votent. Quelqu'un qui vient à un de tes meetings, à un de tes rassemblements publics, et qui le lendemain ne peut pas aller voter, ne sert à rien que de venir faire du folklore. Vous avez enrôlé combien à ce jour? Alors aujourd'hui, je ne veux pas m'aventurer donc à donner des chiffres. Je préfère m'en tenir à ce que la commission électorale indépendante va déclarer comme chiffre. Mais personnellement, nous, au sein du monde associatif, nous ne sommes pas restés en marge de cela. C'est vrai que nous avons des militants, pardon, des sympathisants, mais que nous voulons enrôler. Donc l'enrôlement commence par quoi? Par déjà leur dire, faites-vous enrôler sur la liste électorale. Si vous êtes sympathisant d'un parti politique, alors il faut faire en sorte que ce parti politique puisse gagner non seulement les locales, mais aussi la présidentielle. Comment le politique que vous êtes, vous analysez ces élections? Quelle est votre lecture? Je pense que pour le politique que je suis entre griffes, le RHDP a quand même réussi un exercice qui est difficile. Lequel? Alors, c'était d'abord de déjà installer en son sein les bases de la démocratie. Ça veut dire quoi? Ne pas faire la nomination des secrétaires départementaux. Parce que notre restructuration s'appuie fondamentalement sur la force des secrétaires départementaux. C'est vrai qu'il y a des nationaux, mais notre machine politique aujourd'hui s'appuie sur la proximité avec donc, la base, donc sur la proximité avec les militants, donc le terrain qui est représenté aujourd'hui par les départementaux. Et les départementaux ont été élus. Nous avons vu ce que ça a créé. Ça a même crispé un peu l'atmosphère, quoique c'était une élection donc, qui était limitée, circonscrite. Oui, c'était quand même quelques zones. On a vu, c'était sur 2 ou 3 localités, sur plus de 200, 300, 400 localités. Bon, quand on a 2 localités qui sont en ébullition, c'est normal. Tout jeu démocratique donc, apporte à contestation. Et quand la contestation est résiduelle, bon, après, il ne faut pas quand même laisser l'étoile à chose qu'on appelle cacher tout le ciel. Alors, et cet exercice-là, le RHDP l'a réussi. Et je pense qu'aucun parti n'a réussi cela. N'a même essayé même de faire cela. Ni le PDCI, ni le PPACI. Bon, le PPACI, je ne peux pas tous les indexer parce qu'ils viennent de naître. Ils viennent de naître, voilà, ou de renaître pour certains parmi eux. On en parlera. Mais pour le RHDP, nous avons traversé cette époque. Donc, et maintenant, il y a les représentants du parti qui sont les secrétaires départementaux, les secrétaires de section, les présidents de comité de base qui vont travailler maintenant conjointement avec les associations que nous avons identifiées dans les différents départements, les localités. Qu'est-ce que vous nous dites? Le fait d'avoir réussi à organiser ces élections départementales, ça voudrait dire que le RHDP est bien parti pour rafler beaucoup de mairies, de conseils régionaux? Alors, déjà, il faut savoir que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les élections locales que une élection présidentielle. Et pour les élections locales, notamment les municipales et comme on appelle les régionales, c'est vraiment basé, ce sont des élections de développement. Donc ce sont des postes de développement et c'est basé sur la valeur intrinsèque du candidat qui est représenté. Qu'est-ce que la personne là vaut aux yeux de ses administrés, ceux qui vont aller voter pour lui. Et très souvent, le parti politique, la coloration politique joue très peu. La coloration politique joue très peu dans le choix des candidats dans les localités. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des indépendants qui sortent et puis qui ont de l'électorat aussi bien dans tous les partis politiques. Pourquoi? Parce que le candidat indépendant que je présente
a une valeur intrinsèque propre à lui. Les gens lui reconnaissent parce que c'est un profil de maire ou c'est un profil de président de conseil régional que les gens se font. Est-ce que c'est une façon pour vous de mettre en cause le processus de choix des candidats au RHDP? Non. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui veulent aller en indépendant pour ces élections locales, qui contestent les choix qui ont été faits par le parti, la direction du parti. Non, non, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, et je vais faire comprendre à votre auditoire, c'est que le RHDP a décidé de ne pas se mentir. C'est un parti qui va être vrai avec lui-même. A commencer déjà par la restructuration, par la réévaluation de notre base et de notre effectif, par les élections au niveau donc des départements. Et aujourd'hui, par le choix des candidats, nous nous sommes dit qu'il fallait plutôt aller à une consultation de la base. D'abord, la consultation de la base, on ne propose pas un candidat contre sa volonté. On a d'abord suscité des candidatures donc, à la candidature du RHDP. Donc, il y a eu des candidats à la candidature du RHDP qui sont venus. Après, il y a eu des consultations de la base. Il y a des tendances qui se sont dégagées. Après, il y a eu des rapprochements de positions entre les différents candidats. Toutes les zones où il y a eu consensus, on n'a pas eu besoin de repartir et revisiter ces bases. Mais les zones où il n'y a pas eu de consensus, donc confligènes plus ou moins, du fait que bon, les positions étaient mitigées, il y a eu des rapprochements entre les différents candidats. Ils ont été reçus tous, j'ai dit bien, ils ont été tous reçus au siège, au cabinet, par un comité de consultation. Ils ont été tous mis en confrontation et à l'issue des confrontations, bon, il y a eu des choix qui sont portés sur d'autres personnes. Eux-mêmes, hein, ce n'est pas le comité de consultation qui a imposé, c'est-à-dire vous avez deux candidats à la candidature du RHDP qui sont là, ou plusieurs candidats qui sont là et qui finissent par s'accorder. Il y a quand même des contestations. Hein? Absolument, c'est le jeu démocratique. Tout jeu démocratique s'accompagne donc de Alors contestations. on est parti pour voir des militants du RHDP se présenter comme indépendants. Alors pour certains observateurs de la politique en Côte d'Ivoire, le RHDP risque de perdre largement ces élections locales. Bah, en fait, on verra au soir des élections. Nous, pour l'instant, on n'est pas dans la spéculation. Surtout avec nous, on est dans retour sur l'échiquier politique du PPACI. Non, après, le PPACI vient de naître ou vient de renaître, je ne sais pas quel est le bon terme, mais le PPACI n'existait pas avant, on va revenir sur ça. Mais pour ce qui est des pronostics, je pense que le terrain le dira. Pour l'instant, nous, on ne se donne pas donc dans des projections fictives. Nous, on travaille sur le terrain. On a très bien compris qu'une élection se gagne en faisant donc les enrôlements. Une élection se gagne avec le terrain, avec donc des comités de base, avec des militants et après avec la séduction des sympathisants. On a entendu Cissé Bakongo brandir des sanctions contre les militants qui contesteraient le choix de la direction. Est-ce que ça ne vient pas conforter cette observation selon laquelle le RHDP risque de perdre? Non, je viens de rectifier. D'abord, le RHDP va perdre, ça, c'est même pas certain. Je ne vais vraiment pas donner une assurance. Ça, c'est une observation qui est faite par certains. Voilà, sur ça, je dis qu'on va laisser le terrain et au soir des élections, on va refaire encore le compte. Mais pour l'instant, le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, n'a pas brandi de sanctions contre des militants qui contesteraient donc le choix d'un candidat. Non. Par contre, la sanction, c'est contre des candidatures indépendantes. C'est ce que j'ai dit. Voilà, ce n'est pas les militants. Les militants peuvent contester. Voilà, c'est leur droit. Hein. Ils peuvent contester, il n'y a pas de sanction contre eux. M. Karim Ouattara est militant du RHDP. Oui. S'il conteste le choix de X et il va se présenter, il y aura des sanctions contre lui. Tous les contestataires ne se présentent pas. Il y a des contestataires qui ne se présentent pas. Je veux parler de ceux qui contestent et qui vont se présenter. Exact. Là, maintenant, c'est plus précis. Ça. Pour ceux qui contestent et qui vont se présenter, bon, naturellement, quand vous vous présentez en tant qu'indépendant, bon, vous n'êtes pas militant du RHDP, vous ne partez pas sous la bannière du RHDP parce que ce que vous imposez au parti en allant en tant que militant et sortant, pardon, en allant en tant qu'indépendant et sortant de nos rangs, ce que vous créez sur le terrain, c'est que vous créez la division donc, de notre électorat. Donc, c'est que vous dispersez. Ça peut vous coûter cher. J'arrive, ça veut dire que vous dispersez déjà notre électorat. Mais comment vous voulez qu'un parti qui vient de faire une restructuration, qui s'est donné une structuration en se basant sur le travail de proximité avec le terrain, comment vous pouvez admettre que ce parti-là puisse permettre ce qu'on appelle des candidatures indépendantes? Ça, c'est de l'indiscipline. On est dans une organisation politique. Il y a la discipline donc politique, il y a la discipline de cette organisation.
Voilà. Mais après, on ne gagne pas une élection pour soi. Après aussi, on ne peut pas être dans une organisation et jouer et le faire individuel. Après aussi, c'est une équipe. Il faut écouter la base. Si la base choisit cette personne, je pense que la direction peut laisser cette personne aller compétir. Oui, je vous ai dit que cette étape est derrière nous déjà. Et vous verrez que les zones de contestation sont résiduelles. C'est ce que nous regardons. C'est les cas particuliers qui sont mis en étude. Sinon, la généralité, ce n'est pas cela. Vous ne nous direz pas qu'à 90%, il y a des contestations partout. Il y a des contestations mais pas à 90%. Dans la Bagoué. Oui. Dans la Bagoué, oui, mais... on a entendu les récents passes d'armes entre le ministre Bruno Koné et le député Alpha Yaya et la députée Mariam Traoré. Comment vous, vous réagissez voyez, à cela? Vous savez, nous appelons cela donc des foyers à circonscrire. Alors, vous avez cité la Bagoué pour le choix des candidats. Si vous avez bonne mémoire, vous verrez que pendant les départementales, donc les élections départementales, au sein du RADP, c'était la zone où il y avait un foyer. Vous vous souvenez bien? Donc ça veut dire que nous avons compris que c'est une zone de foyer. Donc c'est une zone de forte contestation. Mais il y a un travail que nous devons faire. Non, il faudra, nous avons commencé, naturellement, il y a les rapprochements des positions qui sont en train de se faire. Les discours ont commencé à changer. Et reprenez la récente sortie donc, de la députée Mariam Traoré. C'est une grande sœur que j'admire beaucoup. Le grand frère, donc l'honorable Alpha Yaya, et puis le ministre... Et lui n'a pas encore changé de non, discours, vous en faites pas. Alpha Yaya, ce n'est pas un destructeur de base. Non. Alpha Yaya n'est pas un destructeur de base. C'est quelqu'un qui saura exactement. Et c'était un militant discipliné. Certainement, il a des griefs, mais quand il s'agira d'agir pour le parti, il va s'aligner. Pour ce que je sais de Alpha Yaya, il va s'aligner pour le parti. Dans une vidéo pour l'instant, sur sa page Facebook, oui. Lorsqu'il a fait la sortie contre le ministre Bruno, oui. Il a indiqué que s'il n'est pas choisi par le parti pour les municipales à Bon, il ira en tant qu'indépendant. Mais moi, je vous dis, Alpha Yaya n'est pas un indiscipliné. Ça, je sais ça au moins de lui. Voilà. Maintenant, après, les hommes peuvent changer. Mais pour l'instant, ce que je sais de Alpha Yaya, c'est que ce n'est pas un indiscipliné. Il peut avoir des griefs. Il peut avoir donc des plaintes qui sont fondées, mais je sais qu'au bout du fil, ce n'est pas un indiscipliné. Alors comment vous réagissez quand un cadre du parti dit à l'endroit d'un autre cadre qu'il n'est pas représentatif, qu'il n'a pas réalisé beaucoup de choses dans la localité? Il y a combien de cadres qui disent qu'il ne serait pas bien parti pour défendre les couleurs du parti dans la localité. Je veux parler, on parle toujours de la Bagoué. Quand Alpha Yaya dit que Bruno n'a rien réalisé dans la Bagoué depuis 2011 qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Vous savez, on pourrait trouver une tribune pour faire le procès de la Bagoué. Hein. Pour l'instant, je veux vraiment qu'on parle de la nation. Non, la Bagoué, c'est vraiment... Vous, en tant que cadre militant du RHDP, comment vous réagissez? Quel commentaire faites-vous quand vous voyez un cadre après, RHDP? Vous savez, lorsqu'il y a des intelligences qui sont mises ensemble, il y a forcément des frictions. Voilà, il ne faut pas blâmer les gens tout de suite. Voilà, ce n'est pas chose. L'organisation d'un parti politique n'est pas le coup d'un feu tranquille. Hein. Il y a toujours des petites contestations, il y a des divergences du point de vue. C'est normal, c'est ce qui même anime la vie d'un parti politique. Bon, après, quand c'est exposé sur la place publique, c'est déplorable. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bon, il suffit qu'il y ait une petite étincelle que ça devienne une flamme. Mais en réalité, ce n'est pas une flamme. Est-ce que Karim Ouattara a fait acte de candidature pour ces locales? Non, pas pour Pourquoi? ces locales. Mais en le fait, président Ouattara nous dit que l'année 2023, c'est l'année de la jeunesse. Vous êtes un jeune beaucoup engagé. Vous m'avez dit pourquoi et je vous réponds. Alors, moi, je suis né à Trécheville. J'habite aujourd'hui à Cocody et j'ai fait mon enfance et j'ai ma base qui est à Ferké. Donc, je vous explique tout cela. Vous comprendrez pourquoi. Donc, si je devrais être candidat quelque part, ce serait dans l'une de ces 3 localités. En tout cas, sauf s'il y avait une orientation du parti. Alors, lorsque je regarde dans chacune de ces 3 localités, moi, je vois qu'il y a des gens qui sont mieux habilités que moi pour se présenter, donc je m'aligne derrière les candidatures. Vous n'êtes pas encore prêt? Bon, être prêt, le parti prépare toujours, et le parti peut toujours soutenir. Mais pour l'instant, comme je vous dis, quand je cite chacune de ces 3 localités, il y a des candidatures qui sont là-bas, que j'estime qui sont des candidatures que moi, Karim Ouattara, je dois soutenir. Est-ce que cela vous intéresse? Le plus n'est pas de gagner soi. Le plus, ce n'est pas de gagner soi. La candidature, au sein d'une organisation politique, il ne faut pas tout ramener à soi, à sa personne. Ça vous intéresse d'être un jour élu local? Si je suis le choix du candidat quelque part, je vais y aller. Pour le compte du parti, si le parti dit que vous devez partir en mission,
Parce qu'en ce moment-là, vous êtes la personne pour cette mission, vous devez partir pour le parti, mais pas pour vous. Si votre ambition politique est que ce soit votre ascension politique, alors vous n'avez pas encore compris pourquoi vous êtes en politique. Alors, on va parler du PPACI, Oui. le parti qui a été fondé par Laurent Gbagbo, Oui. vous l'avez indiqué tout à l'heure. Récemment, ce parti politique a célébré la fête de la Renaissance qui marque la libération de Laurent Gbagbo après 10 ans de prison. Quel commentaire faites-vous de la fête de la Renaissance qui a été célébrée par ce parti politique? Bah, moi, je lui ai dit félicitations, parce qu'en Côte d'Ivoire, ou je pense un peu partout dans le monde, quand on renaît ou quand on naît, on dit félicitations. Donc félicitations pour leur renaissance. Je pense que sous la forme, j'ai absolument rien à dire. Hein. C'est une organisation politique qui vient de naître. Vous avez quoi à dire sur quoi? Non. Après, ce que j'ai à dire, ça va être peut-être sur quelques messages et peut-être quelques éléments d'à côté du meeting. Alors, parlant de messages, le secrétaire national du PPACI, Damana Dia-Picasse, a indiqué que 2025 va marquer le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir d'État. Bon, après, il va falloir, avant cela, que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. C'est d'abord cela. Parce que, bon, en tout cas, vous savez, il ne faut pas jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Hein. Nous avons connu une situation en 2010, et ça, c'est très sérieux. Nous avons connu une situation en 2010 et on ne souhaite vraiment pas que ces genres de situations-là reviennent. Pour revenir à la sortie donc, de Damana Picasse, qui était né, pour revenir à la sortie de Damana Picasse, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Le PPACI sait que nous sommes en 2023, les élections présidentielles s'organisent en 2025. Donc, dans la timeline, c'est-à-dire dans la ligne du temps, ils savent qu'il leur reste environ 2 ans pour remonter. Et pour que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir, à moins que ce ne soit par coup d'État, ou bien par renversement, ou bien par soulèvement de la rue, comme ils ont réussi à faire partie à l'époque, donc, chose qu'on appelle Guy Robert par la rue, à moins que ce ne soit pas l'une des 2 de ces méthodes, ce sera exclusivement par la voie démocratique, donc par les élections. Et pour qu'ils puissent être élus et candidats, il va falloir qu'ils soient sur la liste électorale. Vous savez que récemment, lorsqu'on a commencé à faire les enrôlements, le président Laurent Gbagbo s'est présenté dans un bureau pour se faire enrôler et ça a créé un tollé. Et je pense que le président de la CEI est sorti et s'est prononcé sur la question pour dire que le président Laurent Gbagbo sait très bien qu'il n'est pas sur la liste électorale et il est juste allé là pour faire donc une action d'éclat. Mais en réalité, ce n'est pas une action d'éclat, mais c'est une action politique. C'était initiatique de quelque chose qui se prépare. Ça voudrait dire quoi? La renaissance qu'ils viennent de faire, c'est la renaissance de Laurent Gbagbo, mais pas du PPACI. Le PPACI n'est pas rené, le PPACI vient de naître. Sauf si c'est le FPI qui renaît. Le PPACI naît avec des anciens acteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que pour que Laurent Gbagbo soit président, il faut qu'il soit candidat. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit sur la liste électorale. Alors que présentement, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, les messages qui sont dits, ce sont des messages que les militants du RHDP doivent bien écouter. Ce que les militants du RHDP doivent écouter, tout ce que les gens du PPACI disent, et Laurent Gbagbo, et Afin Guessan, et Laurent Gbagbo, et Picasse et Katina, j'espère que Afin Guessan va me pardonner, cela il est président du FPI. Donc, tout ce qu'ils disent, il y a 2 mots qui reviennent. Lutte, combat. Lutte, combat. Pour vous, c'est 2 mots signifient quoi? C'est très important parce que quand le président Laurent Gbagbo dit, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il dit « Ce que vous voulez, vous devez vous battre pour ça. » Vous devez vous battre pour vous entendez quoi par battre? Je vais arriver à ça. Vous devez vous battre. Le combat, c'est vrai qu'il faut lutter dans la vie, mais il y a ceux qui luttent pour eux, il y a ceux qui luttent contre les autres. Alors, le message ici, c'est d'abord de préparer, parce que vous savez, pour ceux qui sont dans la communication, il y a des mots qui restent. Parfois, on ne retient pas tout le discours, on ne retient pas tout l'argumentaire, mais on retient des mots forts. Et le mot fort ici, c'est le combat, c'est la lutte. Pourquoi la lutte? On parle de ça aujourd'hui. Parce que demain, Gbagbo dira, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, c'est de dire aux gens, si vous voulez que ce soit moi qui sois le président en Côte d'Ivoire, alors il va falloir que vous vous battez pour que je sois le président. C'est très important. Hein? C'est au-delà. Quand il dit vous devez vous battre, c'est aussi aller se faire enrôler, aller voter. Je vous dis, Laurent Gbagbo, c'est pas... Laurent Gbagbo, c'est une bête politique. Quelle est la connotation que vous donnez à ce battre? Je vous dis, écoutez-moi très bien. Laurent Gbagbo est une bête politique.
il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Quand Laurent Gbagbo avait 45 ans en 90, il était face à Houphouët-Boigny. Il ne faut pas négliger cela. Donc, pour ceux qui diront que je suis trop jeune pour répondre à Laurent Gbagbo, ils doivent savoir que Laurent Gbagbo avait 45 ans en 90 lorsqu'il était en face de Houphouët-Boigny. Je ne vais pas répondre à Laurent Gbagbo parce que lui, il est au soir de sa carrière politique et moi, je suis en train d'entamer ma carrière politique. On n'a pas les mêmes enjeux. Il dit qu'il est un soldat. Hein? Donc, quand vous dites qu'il est au soir de sa carrière politique... Oui, mais après ça, c'est la réalité. Laurent Gbagbo... Ses militants, ses sympathisants estiment qu'il est encore prêt, qu'il a encore la force pour revenir aux affaires. Non, moi, je ne suis pas en train d'enlever à Laurent Gbagbo sa capacité politique, ni son intelligence politique. Je me dis qu'il le veut, qu'il ne le veuille pas, le temps finira par avoir raison de lui. C'est comme ça. Avant, Laurent Gbagbo faisait les meetings debout, il fait les meetings assis aujourd'hui. Ça, c'est le temps. Il ne peut rien contre ça et personne ne peut rien contre ça. Donc, je dis que lui, il est au soir de sa vie. Et je pense que le trio des héritiers d'Houphouët, c'est-à-dire le président Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Arikona Bédié, jouent leur dernière cartouche entre 2025 et 2030. Alors, quand vous dites que le président Laurent Gbagbo, dans ses discours, demande à ses militants, ses sympathisants, si vous voulez que je sois président... Ah non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il faudrait voilà ce que j'ai dit. battre. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que dans le discours, il faut comprendre des mots forts. Les mots forts, c'est lutte, combat. Lutte, combat. Si vous voulez quelque chose, vous devez vous battre pour l'obtenir. Il n'a pas menti, c'est vrai. Mais politiquement pris, Laurent Gbagbo sait très bien que si on veut que lui soit président demain, il faut qu'il soit candidat. Et pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit sur la liste. Alors, et puisqu'il sait que sa candidature posera problème, donc il y aura donc des contestations, alors il faut préparer déjà la jeunesse à se mobiliser pour venir réclamer, lui, son enregistrement sur la liste électorale et par la force. Mais vous voulez nous dire quoi? Que Laurent Gbagbo, sinon tous ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo sont prêts à user de la force? Il n'y a qu'à écouter la teneur de leur discours. Il faut écouter non seulement les discours qui sont dits, mais après il faut écouter, comme on appelle cela, les à côté des meetings. Moi, je pense que quand vous avez un meeting, vous avez une orientation, une vision politique que vous essayez de décliner dans une nation et que vous vous rendez compte que des gens qui vous aiment, qui sont pour vous, des militants ou des sympathisants, tiennent des propos à côté, il faut sortir rapidement, il faut mettre son officine en place, donc son officine de communication en place pour recadrer ces personnes. Parce que sinon, ça risque d'être la tendance qui va être perçue par tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment au RHDP? Vous avez vu des vidéos, les à côté du PPAC. On dira que ce n'est pas des voix autorisées qui ont peut-être parlé, mais ce sont des militants, des sympathisants qui ont parlé, et après, ça tombe dans le public, qui ont des discours quand même à relan xénophobique. Donc, dès l'instant où on a des discours à relan de xénophobie, il faut faire très attention. Après, quand vous avez, par exemple, comment on appelle, au sein dans les débats, même dans les débats, on a écouté Katina, qui encore essaie d'indexer la rébellion, il essaie de ramener encore la rébellion aux choses, comment on appelle cela? Non, non, non. Là, il essaie de donner la paternité de la rébellion au RHDP, mais la rébellion existait avant le RHDP. Donc, après, il essaie de dire, comment on appelle, quand vous écoutez les sorties de choses, choses d'Abana Picasse, mais plutôt quoi Justin, et qui dit que le RHDP est une malédiction. Bon, après, on sait peut-être que le RHDP est une malédiction pour le PPAC, mais pas pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Si le RHDP est une malédiction pour le PPAC, ça, ce n'est pas notre faute. Maintenant, après, pour la Côte d'Ivoire, ça, c'est aux Ivoiriens de choisir plus tard. Maintenant, ça, ce sont des discours. Quand on commence à tenir ce genre de discours, il faut faire très attention. Vous savez que la Côte d'Ivoire était la destination prisée de tous les investisseurs pendant l'absence de Laurent Gbagbo et du PPACI. Le FPI était là, hein, mais avec la présidence de Afin Guessa. Le PDCI était là. D'accord? On avait encore certains partis, même s'ils ne sont pas officiels, qui étaient là. Si les investisseurs ne se tournent pas vers la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute de Laurent Gbagbo. Je vous explique. C'est la faute aux autorités politiques en place. C'est le RHDP qui devrait prendre les dispositions qu'il faut. Non, non. Vous savez, pour prendre les dispositions, il faut que la justice s'exprime. Et pour que la justice puisse s'exprimer, la justice s'appuie sur quoi? Sur la police. Naturellement, pour qu'on puisse, un justiciable puisse donc conduire devant les tribunaux, il faut de la police. Et dès l'instant où on va commencer à rentrer sur le côté justice, on nous dira non, c'est un État policier. La justice est instrumentalisée. Donc, je ne veux pas aller sur ce pan, s'il te plaît. Par contre, ce que je veux dire, que les investisseurs sortent
ou qui rentrent, effectivement, c'est de la responsabilité du RHDP. Mais sécuriser les frontières contre les attaques extérieures, c'est plus facile que de sécuriser contre les attaques internes. Vous savez que les attaques internes, c'est quoi? C'est que les conflits internes sont parfois plus difficiles à gérer que des conflits avec l'extérieur. C'est facile de mettre donc des zones frontalières, de mettre donc, voilà, les djihadistes ou encore les terroristes qui essaient de rentrer par le nord, mais on a mis des checkpoints là-bas, c'est difficile. Mais qu'il y ait des effectifs ou qu'il y ait donc des frictions ou encore donc qu'il y ait un risque d'affrontement civil, vous voyez, ça, on ne peut pas prendre des dispositions sécuritaires infaillibles contre cela. Ce n'est que dans les propos, le bon ton et, comment on appelle ça, dans nos attitudes. Mais si en face, vous avez des militants ou encore des cadres d'un parti politique de l'opposition qui reviennent avec des discours. Ils ont tellement parlé sur le RHDP qu'ils sont allés toucher un de leurs alliés, qui est le GPS d'ailleurs. J'ai vu que Roger Banchi a fait une ponte récemment. Et vous comprenez, il a même allé jusqu'à dire, mais si c'est ce que vous voulez faire, mais à ce moment-là, nous, on va couper Ignam. On savait ce que ça signifie clairement. Alors qu'ils étaient alliés. Donc, à force de trop vouloir attaquer le parti au pouvoir, le PPACI est en train même de montrer aux gens en Côte d'Ivoire qu'ils ont trop de comptes à régler avec tout le monde. Bref, en plus des comptes qu'ils ont à régler avec eux-mêmes en interne, ils veulent régler des comptes avec le RHDP. Mais pour revenir à l'essence de ce que je disais, c'est que aujourd'hui, la naissance du PPACI et la renaissance de Laurent Gbagbo est revenue avec la naissance ou la renaissance des propos violents. Ça, il faut le noter. Ce que vous le voulez ou pas, depuis que le PPACI a commencé à regagner de l'activité, la quiétude a commencé à monter au sein de la population. Mais comment se fait-il que Blé Goudé est revenu, les gens sont restés dans leur quiétude? Lorsque Afin Guessan était là, les gens étaient toujours dans leur quiétude. Le PPACI commence à remonter et l'inquiétude commence à gagner les Ivoiriens. Pourquoi? La même façon l'inquiétude gagne les Ivoiriens, c'est de cette même façon-là que l'inquiétude gagne, comme on appelle ça, les investisseurs. Sinon, Simone Evé Gbagbo est là, elle a créé son parti, elle n'insulte personne, elle n'envoie pas des mots violents. Elle était première dame, elle a été vice-présidente du FPI. Afin Guessan était président du FPI. Blé Goudé, aujourd'hui, il a son organisation, mais tous ceux-là sont là, toute cette constellation-là d'opposition est là, mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas été inquiets? Et aujourd'hui, le PPACI arrive et du coup, tout commence à s'enflammer. Déjà, le PPACI inquiète le RHDP pour... Le PPACI inquiète les Ivoiriens. Nous, ça ne nous inquiète pas. Quand on sait d'où nous sommes venus, la racine du RHDP, en tout cas, l'un des partis constitutifs du RHDP, c'est le RDR. Quand vous avez connu le charnier, vous avez connu le charnier de Yopougon, où on a sorti des gens de chez eux à domicile pour aller les abattre, les entasser donc aux choses comme ça, au banco, qu'est-ce que vous voulez prendre encore pour inquiéter cette population? On a vu les images pour le meeting à Yopougon, cette démonstration, sinon cette mobilisation qui a été faite. Oui. Est-ce que... Alors, vous savez, je vous dis encore que tout ce qui est mobilisation est folklore. Et si Laurent Gbagbo, qui à l'époque remplissait la place de la République, jusque sur les ponts, se contente de ce qu'on a vu à Figayo, c'est qu'ils ont besoin de renaître encore. Ça, je vous le dis. Figayo, c'est pour Picasse, c'est pour l'asthme, c'est pour ce qu'on appelle ça là, quoi Justin. C'est eux. Si quoi Justin, Picasse fait ça à la place Figayo, bravo. Mais Gbagbo fait ça à la place Figayo. Bon, après, s'ils sont satisfaits de ça, moi, en tant que membre du RHDP, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si ils sont satisfaits de ça, moi aussi, je suis satisfait. Quand on dit qu'on attend 3 millions de personnes, on ne demande pas le complexe. Ou alors, ils ont fait quoi? C'était quoi l'objectif? Vous recevez 3 millions de personnes dans le complexe de Yopougon, c'est ça? Non. Mais quand on vous donne le Figayo, c'est ouvert. Ils devaient nous montrer qu'effectivement, il y avait 3 millions. Le RHDP même leur a donné l'occasion de prouver qu'ils avaient 3 millions de personnes qu'ils avaient. 3 millions de personnes ne rentrent pas d'un complexe. Mais 3 millions de personnes peuvent occuper l'espace. Donc Figayo prend toute la route. Et c'est ce qu'on attendait. Malheureusement, ils nous ont déçus. Vous estimez à combien de personnes moi, je n'estime vraiment rien. Hein.
Mais je sais une chose, c'est que ce que j'ai vu là à Figayo et ce que je connais du président Laurent Gbagbo, quand il était Gbagbo, avec Simone Eivé à ses côtés, avec Afin Guessan à ses côtés, avec Blé Gouda à ses côtés, en tout cas le Gbagbo de Gbagbo qu'on connaissait là, avec tous ces caporaux là à ses côtés. Alors parlant de Laurent Gbagbo, dans son discours, il a laissé entendre qu'il faut continuer à rechercher les responsables des crimes qui ont été commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, vu qu'il a été acquitté, libéré par la CPI. Que répondez-vous à cela? Ouais, Laurent Gbagbo a raison. Il a raison qu'il faut chercher les coupables. Et les coupables, on les cherche où? Puisque c'était deux camps qui étaient en conflit. Mais après, peut-être que Laurent Gbagbo a une déposition à faire. Le camp LMP à l'époque qui était dirigé par Laurent Gbagbo et le camp RHDP dirigé par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI. Oui. Il dit qu'il faut chercher les responsables. Vous dites qu'il a raison. Donc il faut aller chercher ces responsables où? Oui, c'est pourquoi je vous dis, Laurent Gbagbo peut se constituer partie civile et demander à l'État de Côte d'Ivoire de chercher. Bon, alors, quand tu demandes à l'État de Côte d'Ivoire... On a entendu le ministre Touré Mamadou sur une chaîne de télévision qui a dit que le gouvernement prend note. Et en disant cela, en réalité, c'est pas... Et ça, c'est pour les militants du RHDP. Hein. Vraiment, je ne veux même pas que les militants du RHDP se sentent concernés par ce discours de Laurent Gbagbo. Voilà. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent les blesser inutilement. En réalité, Laurent Gbagbo, avec ce discours-là, ne vise qu'un seul camp, il vise Soro Guillaume. C'est clair. Il vise Soro Guillaume parce que il n'y a qu'une seule personne qui a comment on appelle cela, qui a reconnu la paternité de la rébellion en Côte d'Ivoire. Il était dans un parti politique? Ah oui, Soro Guillaume était dans quel parti politique? Soro Guillaume a été député du RDR. Il a été, lorsque la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire, c'était un parti politique qui était devant la rébellion. Le MPCI, le MPIGO, c'était un parti politique, c'était le RHDP. Ou c'était le RDR? Le RHDP n'était pas encore né à l'époque. Donc, est-ce que c'était le RDR? Pourquoi ils se sont appelés MPIGO et pas RDR? Pourquoi ils se sont appelés MPCI et pas RDR? Ils avaient leur ambition. D'ailleurs, on sait très bien qu'à un moment donné, lorsqu'on a demandé qu'il y ait donc la fusion entre les deux positions, toutes les fractions militaires qui existaient, donc les cellules politiques des fractions, pour ceux qui étaient à l'ouest, pour ceux qui étaient au centre, pour ceux qui étaient au sud, qui devaient se mettre ensemble, ils se sont concertés dans leur état-major à Bouaké. Et il fallait décider maintenant de venir au RDR ou pas. Mais ça a été un débat houleux là-bas. Tout le monde sait ça. Mais pourquoi est-ce que s'ils étaient du RDR, il fallait faire cette réunion? S'ils ont fait la réunion, ça veut dire qu'ils ne sont pas du RDR. Ils n'ont pas suivi cette partie de l'histoire. Monsieur Ouattara, oui. Laurent Gbagbo, dans son discours, il dit qu'il a été acquitté des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. À qui il devrait dire merci? Et pour cela, à qui il devrait dire merci? Continuer à oui, lorsqu'il a été acquitté. Alors qu'on sait qu'il y avait deux camps en conflit. Oui, lorsqu'il a été acquitté à la CPI le 31 mars, à qui est-ce qu'il devrait dire merci? Mais je vous laisse l'occasion de répondre. Répondez à la question. Alors, vous comprenez? Lorsqu'il fête le 31 mars, il devrait d'abord fêter le 11 avril. Vous savez pourquoi? Allez-y, dites-nous. Le 11 avril, lui-même, il reconnaît, Laurent Gbagbo reconnaît que pendant la crise post-électorale, on a fait effectivement la guerre. Les gens ont tiré à balles réelles avec des obus. Il y a eu des morts. Et justement, j'arrive à ce point. Et lorsque Laurent Gbagbo est allé, ils sont allés chercher Laurent Gbagbo chez lui à la maison. C'était en pleine guerre, ça tirait partout. Mais Laurent Gbagbo a été sorti de chez lui, de son bunker. Il a été sécurisé. On a vu Vécho. Oui. Non, s'il te plaît, il faut que les Ivoiriens le sachent. J'arrive. On l'a envoyé. Non, j'arrive. Il n'a pas été seulement sorti. Il n'a pas été seulement sorti. 10 ans de prison. Il n'a pas été seulement sorti de son bunker. Il a été acquitté. Il faut continuer à rechercher les coupables. Je suis d'accord. J'ai dit avant de parler donc de la Renaissance à partir du 31 mars, il doit savoir que sa vie a été sauvegardée le 11 avril. Ce que Guy Robert n'a pas eu, ce que la femme de Guy Robert n'a pas eu comme chance, ce que des employés dans le domicile de Guy Robert n'ont pas eu comme chance, et même le chien n'a pas eu comme chance chez Guy Robert, tous abattus. Il aurait aussi permis que Guy Robert soit arrêté et que demain aussi il puisse fêter sa liberté. C'est pourquoi je dis, quand il fête sa liberté le 31 mars, il faut qu'il aille
fêter aussi donc, le 11 avril donc, sa sauvegarde. C'est un peu pourquoi... Maintenant, s'il veut chercher des coupables, il peut se constituer en partie civile et pour aller poser plainte, porter plainte, il sait vers où aller. Il ne faut pas le dire par des discours, parce que quand il le dit dans les discours, ça a donc des effets politiques. Tant qu'il veut prendre donc la voie judiciaire, il peut partir aussi à la CPI, porter plainte, il peut venir aussi auprès des juridictions ivoiriennes, porter plainte. Mais en réalité, la personne que Gbagbo Laurent vise, et je le redis encore, dans ses propos, il vise directement le président du GPS et qui s'est reconnu comme étant premier responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça n'a pas tardé. Vous êtes pour qu'on poursuive Guillaume Soro? Je ne suis pas pour qu'on... Moi, que je sois pour, que je ne sois pas pour, ce n'est pas moi qui décide le cours de la justice et les décisions, les chemins que la justice doit prendre. Je dis seulement que Laurent Gbagbo dit qu'il faut trouver les autres. Et les autres, il ne les cherche pas ailleurs. C'est ceux qui l'ont enlevé, qui ont hypothéqué son pouvoir avec une rébellion et qui l'ont contraint à aller à une élection démocratique. Parle de la crise de 2010-2011, M. Karim. Il parle de la crise de 2010-2011. Ce que vous évoquez, c'est la rébellion de 2002. Là, Laurent Gbagbo parle de la crise de 2010-2011. Il dit qu'il a été acquitté pour les faits qui sont liés à cette crise. Et il demande qu'on aille chercher les coupables ailleurs. Je vous dis, Laurent Gbagbo a une seule cible. Quand vous écoutez les débats de Katina, quand vous écoutez les débats, les sorties des lieutenants de Laurent Gbagbo, ils indexent toujours la rébellion avant de venir parler donc de choses qu'on appelle... En 2010, Laurent Gbagbo était opposé à Alassane Ouattara. Il n'était pas opposé à Guillaume Soro, même si Guillaume Soro avait pris l'engagement d'être aux côtés du président Alassane Ouattara. Non, Laurent Gbagbo n'était pas opposé à Alassane Ouattara en 2010. C'était les deux grosses figures politiques qui étaient en opposition au deuxième tour. Ah non, ils ne sont pas plus grosses figures que Arikona Bédié. Au deuxième tour des élections présidentielles 2010, on a vu il y avait deux camps, LMP avec Laurent Gbagbo, il ne faut pas oublier que RHDP avec Alassane Ouattara. Il ne faut pas oublier que... Et donc quand Laurent Gbagbo dit de rechercher les coupables, on ira chercher les coupables où? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit Laurent Gbagbo a une cible. Pour l'instant, ce n'est pas encore avoué, mais ceux-mêmes qui sont indexés ont commencé à se prononcer. Roger Banchi n'est pas n'importe qui dans l'organisation politique. Vous nous ramenez à la rébellion de 2022. Non, je vous dis. On parle de la crise post-électorale. Pour ce qui s'est passé dans la crise post-électorale, pour ce qui s'est passé dans la crise post-électorale, nous savons très bien qu'il y a eu des poursuites qui ont été effectuées, en tout cas dans autre camp que le camp qui était favorable à Laurent Gbagbo. Autre camp, c'est-à-dire Mais en fait, tous ceux qui n'étaient pas FPI à l'époque ou LMP à l'époque... Tel que le RHDP. Non, mais le RHDP n'était pas une branche armée. Le RDR qui est devenu Le RDR n'a pas été une branche armée. Le RDR n'a jamais été une branche armée. Le RHDP n'a jamais été une branche armée. Je vous dis que la justice de Côte d'Ivoire est allée chercher d'autres responsables, dont Ourémy. Et il a été condamné, on sait très bien. Ourémy ne combattait pas. Ourémy qui a été cité par le ministre Touré Mamadou sur une chaîne de télévision. Et certains ont dit que c'était un aveu pour dire que les coupables de ces crimes-là sont vraiment dans le camp Ouattara, le camp RHDP. Non, en fait, après, il ne faut pas dire, Ourémy n'a jamais été militant du RHDP ni du RDR, parce qu'il y a le militant... Mais il a été cité par le ministre Mamadou Touré comme un exemple qui a été un exemple de personne condamnée dans le camp du parti en place. Le ministre Mamadou a répondu à une préoccupation, à une interpellation de Katina. Katina dit que si ce ne sont pas eux, si eux sont acquittés, alors il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs. Mais le ailleurs, c'est qui? Mais il y avait deux camps en 2010, M. Karim. Il y avait qui et qui? Il y avait le LMP et le RHDP. Oui. Et donc, si Katina dit qu'à part leur camp, il n'y a pas eu d'autres condamnations ailleurs, et que le ministre dit il y a eu Amédée Ourémy, les gens pourront interpréter que Amédée a combattu pour le RHDP. Alors, il n'a pas combattu pour le RHDP, il a profité d'une situation pour faire des règlements peut-être de compte dans une zone qui, plus ou moins, il a compris que en prenant la posture d'aller pour des populations qui étaient contre les populations, donc au fait, les militants du FPI, alors cela peut-être aurait pu lui attirer les faveurs du nouveau pouvoir à venir en place. Peut-être que c'est cela. Je ne suis pas en train de dire ses intentions, mais je dis que Ourémy n'a jamais été militant du RDR, n'a jamais été militant du RHDP. Peut-être qu'il a été impigo aux choses qu'on appelle MPCI ou autres, mais il n'a jamais été RDR ni RHDP. Maintenant, quand on dit est-ce que c'est le camp de Laurent Gbagbo seul qu'il faut poursuivre,
Le ministre Mamadou leur dit non, nous sommes allés chercher également ailleurs. Ouremi n'est pas du FPI, n'est-ce pas? Donc, il a été jugé. Maintenant, si vous... Il est donc du RHDP, puisque c'était le FPI il n'est pas militant du RHDP. À quel moment est-ce qu'on est militant du RHDP? Qui était face au RHDP. Sortez-moi la carte des militants de Ouremi. Les gens diront qu'il a commis ses crimes au nom du RHDP. Mais qu'ils nous disent les mots d'ordre qu'il a reçus du RHDP. Ils vont vous citer les propos du ministre Mamadou. Mais en quel moment est-ce que le ministre Mamadou Touré a dit Quand que... il l'a cité. Non, mais Mamadou Touré dit simplement que nous n'avons pas poursuivi que le camp du président Laurent Gbagbo. Nous avons poursuivi d'autres personnes qui ne sont pas du camp Laurent Gbagbo. Maintenant, s'ils nous disent qu'il faut absolument qu'on trouve des coupables au sein du RHDP alors qu'ils établissent les preuves, c'est pourquoi j'ai dit que Laurent Gbagbo peut se constituer partie civile. Alors, Karim Ouattara, on va parler de quelqu'un que vous avez évoqué tout à l'heure, l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro. Vous avez été très proche de lui et depuis quelque temps, vous êtes en rupture de banc. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire en rupture de banc. Vous voulez savoir si on se parle, si on ne se parle pas, s'il y a une animosité. Je veux dire, politiquement, vous êtes en rupture de banc. Oui, c'est clair. Vous avez... C'est clair. Voilà. C'est clair que je suis Mais pas quels GPS. sont vos rapports à ce jour? Mais en fait, d'abord, il faut savoir que Guillaume Soro n'est pas mon camarade, mais c'est un grand frère. C'est très important. Ce qui nous liait était au-delà du politique. C'était plus donc la fraternité. Et la politique ne peut pas rompre la fraternité. C'est très important. Et ça, c'est un conseil que je veux donner aux jeunes de notre génération. Il faut savoir que la politique ne se fait pas avec les gros bras. La politique ne se fait pas avec des gros bras, mais se fait avec un grand cerveau. C'est-à-dire, il ne faut pas aller avec les émotions. Il y a un différend entre Guillaume Soro et son père, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro s'est retranché. C'est vrai, il est en exil aujourd'hui. Je souhaite que vraiment cette situation puisse se régler. De toutes les façons... À votre avis, comment on pourrait régler cette situation? Après, je ne vais pas faire donc de projections, choses fictives, mais ce que je veux dire, c'est que en politique, on peut atteindre le point de rupture, mais pas le point de non-retour. Vous savez pourquoi? Laurent Gbagbo arrive de la haie, il va rendre visite à Alassane Ouattara à la présidence, devant nous tous, n'est-ce pas? Nous savons que la personne même qui a persécuté le plus Alassane Ouattara ici en Côte d'Ivoire, c'est Henri Konan Bédié. Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Et il a été vraiment, quand je dis persécuté, au point où le spolier même de sa nationalité, c'est venu de là. Mais finalement, ils ont terminé comment? Alliés. Ils ont gagné une élection. Aujourd'hui, ils s'appellent comment? Cher aîné, cher cadet. Vous voyez, Laurent Gbagbo, qui après l'assassinat de choses, comment on appelle, je ne dis pas que c'est Laurent Gbagbo qui a assassiné choses comme celle de Guy Robert, mais je dis juste après l'assassinat de Guy Robert à l'époque de Laurent Gbagbo, des chars se sont orientés vers Alassane Ouattara. Il a pris ce jour-là la clôture. Aujourd'hui, on prend ça pour se moquer de lui, mais il a pris la clôture pour sauver sa vie parce qu'il y avait des chars qui venaient chez lui après avoir assassiné, chose comme on appelle ça, un leader politique. Mais Ouattara a vécu ça. Sa vie était en jeu. Mais aujourd'hui, ils appellent comment on appelle Laurent Gbagbo? Mon cadet. C'est lui-même qui a lu. Guillaume Soro devrait appeler Ouattara comment? Ouattara est son père. Et cela le fils de Alassane Ouattara est plus âgé que David, est plus âgé que Guillaume Soro. Et quand on fait tout ce développement, vous voulez nous dire quoi? Ce que je veux faire comprendre aux jeunes, et surtout à ceux qui sont avec Guillaume Soro, et ceux qui sont avec le RHDP, et tous ceux qui étaient avec Guillaume Soro et aujourd'hui qui sont dans une position mitigée, vous devez comprendre que lorsqu'on fait la politique, il faut faire abstraction des émotions. Il faut aussi dire qu'on peut atteindre les points de rupture et les points de non-retour, on ne le franchit jamais en politique. Ouattara a été plus persécuté par les deux, son grand frère et son jeune frère, donc son grand frère Henri Konan Bédié, son jeune frère Laurent Gbagbo aujourd'hui, que ce que Guillaume Soro a fait. Donc ça veut dire que c'est à Guillaume Soro et à ceux qui sont autour de lui d'avoir l'intelligence de la situation pour profiter, pour revenir avant que les échéances de 2025 arrivent. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont intérêt
à ce que Guillaume Soro ne revienne pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le RHDP. C'est qui? C'est l'opposition. Parce que Guillaume Soro reste un candidat sérieux. Mais ce n'est pas, pas l'opposition qui l'a poussé à aller hors de la Côte d'Ivoire. Non, je vous dis que ça, je ne suis pas en train de nier cette vérité. Il y a eu des frictions. Donc c'est le RHDP qui n'a pas intérêt à ce que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire. Non, non, je vous explique. J'ai dit Guillaume Soro et ses hommes qui sont autour de lui devraient travailler à tirer, à tirer un profit de la situation pour revenir avant les élections de 2027. Il doit renoncer à ses ambitions politiques. Il veut être président. C'est ce qu'il veut. Blé Goudé est rentré, il a renoncé à ses ambitions politiques. Simone Gbagbo a été libéré, elle a renoncé à ses ambitions politiques. Laurent Gbagbo est rentré, il a renoncé à ses ambitions politiques. Ils ont utilisé leur intelligence de la situation pour rentrer. C'est la politique. La politique se fait avec la tête, pas avec les muscles. Les émotions n'ont pas de place en politique, c'est la raison. Il va rentrer comment lorsqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui? Il va rentrer comment? Blé Goudé n'a pas de mandat d'arrêt. Lorsqu'il est condamné. Blé Goudé est condamné à 20 ans. Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans. Ils sont là, ils parcourent la Côte d'Ivoire. Oui, mais il va rentrer comment? Il va rentrer comment? C'est moi qui ai dit à Blé Goudé comment il fallait rentrer. C'est moi qui ai dit à Laurent Gbagbo comment il fallait rentrer. C'est moi qui ai dit à Yves Simon. Laurent Gbagbo a reçu une grâce présidentielle. Oui, mais alors comment il a fait pour avoir cette grâce présidentielle? Il a utilisé son intelligence de la situation. En politique, c'est le cerveau, c'est l'intelligence. Je vous dis, et je répète encore pour mon grand frère, je répète pour mon grand frère Soro Guillaume et pour tous ceux qui sont autour de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est utile pour l'opposition que tant qu'il est nuisible pour le RHDP. Son utilité pour l'opposition, c'est sa nuisibilité pour le RHDP. Le jour où Guillaume Soro n'est pas nuisible pour le RHDP, il n'est plus utile pour Gbagbo, il n'est plus utile pour Bédié. Ça, c'est une vérité. Alors, vous parlez... Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui ont intérêt à ce que Laurent Gbagbo, ceux qui ont intérêt à ce que Guillaume Soro ne revienne pas, c'est plus le PPACI et le PDCI. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque, on disait les 4 grands. Les 4 grands, il y avait Alassane Ouattara, Bédié, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. On disait les 4 grands. Et parmi les 4 grands, il y avait 3 seniors et 1 jeune. Alors, l'avenir politique est plus à la portée de qui? Pour que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire, le président Ouattara pourrait lui accorder une grâce ou une amnistie. Ça, ce n'est pas à moi de dire... Vous le souhaitez pour Guillaume Soro? Naturellement. Naturellement que je le souhaite. Un parti politique est fait pour grandir. Chose comme on appelle, Afin Guessan. C'est Afin Guessan qui a annoncé sur les antennes, lors de l'assassinat de comment on appelle cela, de Robert Gueye. C'est Afin Guessan, entouré de quelques généraux et de quelques ministres, qui ont annoncé que qu'on appelle Gueye Robert partait prendre le pouvoir et qu'il a été abattu à la corniche en jogging et puis t-shirt jogging. C'est Afin Guessan qui a annoncé ça. Après, donc ça veut dire que Afin Guessan était au courant du fait qu'il y avait des chars qui passaient chez Alassane Ouattara pour ôter sa vie. C'est encore Afin Guessan qui était le porte-parole donc de choses qu'on appelle cela, le CNT, comment on appelle le Conseil national de transition. C'est Afin Guessan qui était leur porte-parole. Mais aujourd'hui, Afin Guessan n'est-il pas en train de se rapprocher du RHDP? Est-ce que ça gêne les gens du RHDP? Non. Marcel Amontano, qui était au stade avec l'opposition, n'est-il pas revenu? Alors Guillaume Soro. Mabry Touakeus, qui était parti même en exil, il n'est pas revenu. Alors pourquoi est-ce que Guillaume Soro ne pourrait pas revenir? Donc, quand vous me demandez est-ce que je suis favorable à ça, bien sûr que je suis favorable à ça. Je suis même favorable au fait que même on recrute même Laurent Gbagbo dans nos rangs. Je suis favorable à ce qu'on recrute Blé Goudé dans nos rangs. Je suis favorable à ce qu'on recrute même Simone Yves Gbagbo dans nos rangs parce que nous estimons que nous travaillons pour les Ivoiriens. Alors vous savez que Guillaume Soro a été condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Il peut faire appel. Il peut faire appel, vous le dites si bien. Sa condamnation, comment vous analysez cela? Quel est votre regard sur cette condamnation? Alors, si vous voulez que je parle justice, moi je ne pourrai pas parce que je ne suis pas habilité à cela. Maintenant, si vous voulez que je parle politique, je vous dirai qu'il peut faire appel. C'est le seul mot que je peux lui dire juridiquement, c'est de faire appel. C'est tout ce que je connais sur le côté juridique. Quand vous dites qu'il peut faire appel, maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la justice a été trop dure, trop sévère envers Guillaume Soro? Sévère ou pas sévère, la justice peut être clémente. Naturellement.
la grâce de Laurent Gbagbo est arrivée, la justice peut être clémente. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des animaux. Guillaume Soro a dénoncé un procès politique. Mais c'est pourquoi il faut qu'il règle la question politiquement, peut-être. Puisqu'il y a d'autres qui ont été condamnés et certains ont été libérés, comme Félicien Sekongo. Nous ne sommes pas la première condamnation en Côte d'Ivoire. Alain Lebonnon. Nous ne sommes pas la première condamnation en Côte d'Ivoire. Et les gens sont sortis. Les gens vaquent à leurs occupations. D'où le fait d'évoquer un procès politique dans l'intention d'écarter complètement, d'affaiblir complètement Guillaume Soro. Si Guillaume Soro, à qui je reconnais une intelligence politique, estime que c'est une condamnation politique alors qu'il utilise la ruse politique pour régler ça. Comment vous voyez le président Alassane Ouattara dans une élection présidentielle avec un adversaire comme Guillaume Soro? Vainqueur. Sans ambiguïté, vainqueur. Devant n'importe qui, Alassane Ouattara sort vainqueur. D'accord. Vous êtes pour qu'il soit candidat en 2025, oui. Alassane Ouattara? Oui. Tout comme Laurent Gbagbo, Bédié? Oui. Je suis pour que, pour une fois pour toutes, que ces trois grands-là se croisent et qu'on en finisse définitivement pour ne pas qu'ils hantent notre avenir. C'est tout. Il faut qu'ils en finissent définitivement. Qu'on en découte avec cette histoire des héritiers du fouet qui n'arrivent pas à se frapper, qui n'arrivent pas à se séparer, qu'ils en finissent définitivement et puis pour que nous, on puisse rentrer dans une nouvelle ère politique en Côte d'Ivoire à partir de 2030 et qu'on n'en parle plus. Pourquoi Alassane Ouattara seulement au sein du RHDP? Quand on entend les cadres, sinon les militants du RHDP dire que le parti regorge beaucoup de compétences, d'intelligence. Est-ce qu'on ne peut pas laisser Alassane Ouattara se reposer, sortir tranquillement, placer quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vraiment au RHDP, il n'y a personne d'autre à part Alassane Ouattara? Comme le disent certaines personnes, lorsque Alassane Ouattara ira, ce sera le déclin du RHDP. Je vais d'abord vous répondre en tant qu'un bon petit Africain. Si les autres présentent des vieux, nous, on ne va pas mettre un jeune qui va là tirer la malédiction sur lui. Les vieux vont s'affronter. C'est fini. On ne mettra pas un jeune de chez nous qui va là prendre la malédiction ni chez Bédié, ni chez Gbagbo. On mettra des gens de même génération face à face. Ils vont en découdre une bonne fois pour toutes et on s'assoit, on regarde. Une chose est sûre, entre ces trois grands, il y a deux qui seront humiliés. Il y a des compétences qui sont évoquées au RHDP. On parle de Cissé Bakongo, on parle de Ali Koulibaly, vous pouvez faire on parle de Fidel Sarasoro. Le président Ouattara. Vous pensez qu'ils ne sont pas encore prêts pour défendre les couleurs du RHDP? Je vous dis encore, le président Ouattara même a dit qu'il a une demi-douzaine de personnes qui peuvent prendre la succession après lui. Est-ce que ce n'est pas le moment? Il a dit. Et je viens de te répondre encore. J'ai dit, tant que les deux vieux-là sont dans la course, nous, on ne va pas envoyer un de nos jeunes aller prendre leur malédiction. Les trois-là, soit il y a une intelligence et la sagesse qui habitent chacun d'entre eux, et ils sortent tous les trois grandis de la situation, ou alors ils vont à l'affrontement et il y a deux qui sortent humiliés. Alors prenons le cas. Il n'y a pas d'autre issue. Prenons le cas. Si Ouattara se retire, Gbagbo se retire, Bédié se retire, vous voyez qui au RHDP? On va faire donc des élections. Nous, on est habitués à faire la démocratie en interne. Hein. La même chose qu'on a fait pour les départementales, on va le faire. C'est les autres qui vont apprendre ça maintenant. Hein. Nous, on l'a déjà fait. Guillaume Soro, vous parlez, vous échangez? Pas directement. Comment? Mais par personne interposée, j'arrive à avoir de ces nouvelles. Il est où actuellement? J'en sais rien, il est dans le monde. D'accord. Merci Karim Ouattara d'avoir accordé cet entretien à l'Intelligent TV. Secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur les antennes de l'Intelligent TV. On a été très heureux de vous avoir offert ce plateau. À très bientôt. Au revoir.